Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de notre série Derniers résultats. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un article que nous venons de publier et dont voici la référence exacte. Nous vous mettons également dans le descriptif YouTube le lien vers l'article lui-même en texte intégral en anglais. Avant de commencer, voici un petit bilan sur les soutiens financiers qui ont permis de mener à bien ce projet et sur les soutiens non financiers. Alors ce projet concerne les micro-ARN. Vous vous souvenez, je vous renvoie ici à la vidéo de la série Questions ouvertes qui concerne la spécificité d'action des micro-ARN, je vous mets le lien ici. Vous vous souvenez que nous nous intéressons à l'action des micro-ARN sur des phénotypes macroscopiques. Vous savez que les micro-ARN régulent de nombreux gènes cibles, et parmi ces gènes cibles, évidemment, peuvent se trouver des gènes qui sont nécessaires à la tumorigénèse. Et donc, naturellement, si un micro-ARN réprime un oncogène, on peut s'attendre à ce que ce micro-ARN puisse avoir une activité de suppresseur de tumeur. Mais il ne faudrait quand même pas considérer qu'à partir du moment où on a démontré qu'un micro-ARN réprimait un oncogène, alors on aurait démontré que ce micro-ARN est un suppresseur de tumeur. En réalité, pour qu'un gène soit qualifié de suppresseur de tumeur, il doit répondre à certains critères assez stricts. La définition formelle a été posée pour la première fois il y a une trentaine d'années, et vous l'avez ici. Et vous voyez notamment que pour qu'un gène soit qualifié de suppresseur de tumeur, il faut qu'il exerce son activité à partir de son niveau d'expression endogène. Il ne faut pas qu'on l'observe seulement quand on surexprime ce gène de manière irréaliste. Parmi les micro-ARN candidats suppresseurs de tumeur, celui qui a été le plus étudié, c'est MIR34A. L'histoire commence en 2007 quand il a été rapporté que l'expression de MIR34A était contrôlée par P53 au niveau transcriptionnel. P53 est un suppresseur de tumeur bien connu, et donc puisqu'il activait l'expression de MIR34A, il y avait la possibilité que MIR34A participe à l'activité suppresseur de tumeur de P53. Effectivement, par la suite, il a été rapporté que fréquemment, le gène de MIR34A était perdu ou alors simplement inactivé dans de nombreuses tumeurs humaines, ce qui pouvait suggérer que la perte ou l'inactivation de MIR34A était un moteur de la tumorigénèse. Également, il a souvent été rapporté que la transfection de MIR34A en cellules, ce qui revient donc à surexprimer MIR34A, inhibait la prolifération cellulaire, et ça dans un grand nombre de lignées cellulaires. Et donc tous ces arguments suggéraient que MIR34A effectivement avait une activité antiprolifératrice et que la perte de MIR34A pouvait faciliter la tumorigénèse. Cependant, quand ces prédictions ont été testées ensuite in vivo, elles n'ont pas été confirmées, puisque notamment chez la souris, quand on mute le gène MIR34A, on n'observe pas de défaut particulier dans la tumorigénèse, donc pas d'augmentation de la fréquence de la tumorigénèse, même si on soumet les souris à toutes sortes de stress tumorigéniques. Également, quand ça a été essayé chez l'homme, donc des patients avec des tumeurs solides, on a essayé, c'est un essai clinique qui a été mené aux États-Unis il y a quelques années, essayer de leur administrer du MIR34A synthétique, et ça n'a pas eu l'air d'améliorer leurs conditions, et ça on en reparlera plus tard dans cette vidéo. Et donc on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale, dans laquelle 15 ans de données de biologie moléculaire et d'analyse bioinformatique suggèrent que MIR34A est un suppresseur de tumeur, alors qu'à côté, à l'échelle physiologique, les données in vivo ne voient aucun effet de MIR34A sur la tumorigénèse. Donc c'est ce paradoxe qu'on a décidé d'interroger dans cet article. Alors d'abord, il fallait vérifier cette histoire de mutation fréquente du gène de MIR34A dans les cancers humains, et pour ça on dispose maintenant d'un jeu de données gigantesque avec des cohortes énormes, c'est le jeu de données du GDC, donc un site américain. Voici à quoi ça ressemble. On vous donne ici de très nombreuses données de génomique, de transcriptomique, et notamment de transcriptomique des petits ARN, sur une très grande variété de tumeurs. Et donc on a pu utiliser ces données, par exemple, pour comparer les tumeurs au meilleur contrôle dont on dispose, qui est le tissu sain adjacent à la tumeur. Et donc dans cette analyse ici, donc on a pris les données du GDC et on a mesuré donc l'abondance des micro-ARN dans la tumeur par rapport à l'abondance du même micro-ARN dans le tissu sain adjacent. Et c'est ce qui est représenté sur cette carte ici, donc cette heatmap. Donc en rouge, ce sont les micro-ARN qui sont fortement plus exprimés dans la tumeur que dans le tissu sain adjacent. En rose, un petit peu plus exprimés. En bleu clair, ils sont un peu moins exprimés que dans le tissu sain adjacent. Et en bleu foncé, ils sont beaucoup moins exprimés que dans le tissu sain adjacent. Donc un micro-ARN qui serait suppresseur de tumeur et qui serait sélectivement perdu dans la tumeur, on s'attendrait à ce qu'il apparaisse en bleu foncé. Donc on a effectivement, comme ça, selon les types de cancers qui sont représentés ici par les lignes, certains micro-ARN, ici représentés par les colonnes, qui apparaissent en bleu foncé. Mais ce n'est pas du tout le cas de MIR34A, puisqu'on vous met ici sur la droite un agrandissement de la colonne qui concerne MIR34A. En fait, parmi tous les types de cancers qu'on a pu analyser dans le jeu de données GDC, on n'a trouvé aucun type de cancer dans lequel MIR34A était moins exprimé dans la tumeur que dans le tissu sain adjacent. En fait, les quelques cas où il y a une différence significative, il est même un peu plus exprimé que dans le tissu sain adjacent.
Et donc maintenant, si on regarde non plus l'expression du micro-ARN, mais la délétion de son gène dans les cancers humains, donc la délétion du locus MIR34A sur l'ADN, à nouveau, donc en regardant les données du GDC, donc là à nouveau, les types de cancers analysés sont représentés chacun par une ligne, et les micro-ARN sont représentés chacun par une colonne. Eh bien, on s'aperçoit que certains micro-ARN sont effectivement très fréquemment perdus dans certains cancers. C'est ce gros pavé rouge qu'on a en haut à gauche de la carte. Mais ce n'est pas du tout le cas de MIR34A, lui il se trouve beaucoup plus à droite, et quand on fait un zoom sur la colonne qui représente ces données, on s'aperçoit que MIR34A, lui, est vraiment très rarement perdu dans les cancers humains. Et donc de ce point de vue-là, ces micro-ARN qui sont tout à gauche de la liste sont de bien meilleurs candidats suppresseurs de tumeurs que MIR34A. Et donc notre conclusion à ce stade-là, c'est que le gène de MIR34A est très rarement perdu ou même inactivé dans les cancers humains. On avait longtemps cru le contraire dans la littérature, sans doute à cause de l'analyse de modèles trop simplifiés. Maintenant, intéressons-nous à l'effet antiprolifératif de MIR34A. Donc sur ces 15 dernières années, il y a plusieurs publications qui ont conclu que MIR34A avait un effet antiprolifératif. Le problème est que ces publications reposent sur des expériences de transfection. Et lors d'une transfection, on va introduire des micro-ARN synthétiques dans la cellule, or on ne contrôle pas la quantité qu'on va introduire. Ainsi, et c'est souvent le cas, on va introduire trop de micro-ARN, on va aboutir à des quantités supraphysiologiques de la molécule. Et donc c'est pas une bonne stratégie pour étudier l'effet endogène, l'effet normal de la molécule. Une stratégie plus propre est de supprimer directement le gène du micro-ARN et ensuite de comparer une quantité endogène à une quantité zéro du micro-ARN, zéro étant une dose physiologique. Donc on a décidé de travailler dans la lignée cellulaire HCT116, qui est une lignée de cancer colorectal humaine, et nous avons délété le gène de MIR34A avec la technologie CRISPR-Cas9. Nous avons donc suivi pendant plusieurs jours la croissance de 4 clones qui sont mutants pour MIR34A, donc qui ne l'expriment pas. Et ici, nous n'avons pas représenté le nombre de cellules, mais le logarithme du nombre de cellules sur l'axe des ordonnées, car la prolifération cellulaire est exponentielle, et donc le logarithme du nombre de cellules va augmenter linéairement, comme vous pouvez le voir avec cette droite en rouge. Donc si l'on compare la prolifération des clones mutants en rouge avec la prolifération des clones non mutés en gris, on n'observe pas de différence significative. Alors on peut toujours imaginer que MIR34A n'a pas d'effet sur la prolifération en conditions standards, mais peut jouer un rôle en cas de stress génotoxique. Donc pour tester cette hypothèse, nous avons comparé la réponse de clones mutants toujours en rouge et de clones sauvages en gris à des doses croissance de drogues génotoxiques qui sont la doxorubicine à gauche et le 5-fluorouracil à droite. Et dans les deux cas, on n'observe aucune différence significative. Donc ces deux expériences suggèrent que MIR34A n'a pas d'effet antiprolifératif, ni en conditions standards, ni en conditions de stress génotoxique. Nous avons quand même voulu vérifier que, comme nos collègues, nous allions observer une réduction de la prolifération en transfectant une grosse dose de micro-ARN. Et, comme vous le voyez ici, c'est le cas. La transfection de 10 nanomolaires de MIR34A, c'est la courbe verte, diminue significativement la prolifération. En revanche, quand on transfecte seulement 1 nanomolaire, cet effet est perdu. Pour mesurer l'ampleur de ces surexpressions, nous avons utilisé la RT-ddPCR pour permettre une quantification absolue des ARN. Une quantification absolue, c'est-à-dire compter les molécules de micro-ARN par nanogramme d'ARN total. Comme vous le voyez, la transfection de 1 ou 10 nanomolaires de MIR34A le surexprime de plusieurs centaines de fois. On l'observe aussi bien en mesurant le micro-ARN 1 heure ou 24 heures après transfection. Avec la transfection, MIR34A devient tellement abondant qu'il dépasse largement MIR21 qui était le micro-ARN le plus abondant dans les cellules non transfectées. Dans le détail, la transfection de 1 nanomolaire surexprime MIR34A de plus de 490 fois et la transfection de 10 nanomolaires le surexprime de plus de 8000 fois. Pour pouvoir comparer ces nombres à une référence utile, nous avons mesuré la surexpression de MIR34A après activation de la réponse au stress génotoxique. Quand on traite les cellules avec une dose moyenne de doxorubicine, MIR34A n'est surexprimé que de 4,7 fois. Donc très clairement, la transfection de 10 nanomolaires de MIR34A le surexprime de manière irréaliste.
Donc l'effet antiprolifératif observé dans ces conditions ne reflète pas une activité physiologique du micro-ARN. Donc en conclusion, les analyses de grandes cohortes de tumeurs humaines démentent la rumeur selon laquelle le gène MIR34A serait fréquemment muté dans les cancers chez l'homme. Cette erreur était probablement due à un problème de référence dans les comparaisons dans l'abondance des micro-ARN entre tumeurs et tissus sains. D'autre part, nos analyses montrent également que l'effet antiprolifératif de MIR34A était essentiellement artefactuel, il était dû à une surexpression irréaliste du micro-ARN dans des cellules en culture. Notre conclusion, c'est donc que MIR34A n'a pas l'air d'être un suppresseur de tumeurs, contrairement donc à ce qui a été amplement publié depuis une quinzaine d'années. Donc nos travaux permettent d'améliorer l'assignation fonctionnelle des micro-ARN avec une méthode qui est généralisable, bien au-delà de MIR34A, bien au-delà de cette prétendue fonction de suppresseur de tumeurs. Elles permettent également d'expliquer l'échec de l'essai clinique de l'administration de MIR34A synthétique à des patients souffrant de tumeurs solides, un essai qui avait été mené aux États-Unis entre 2013 et 2017, puisque nos travaux permettent enfin d'apporter une explication à cet échec qui était difficilement compatible avec toutes les données de la biologie moléculaire et de la bioinformatique depuis 15 ans. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pourrez retrouver cette vidéo ainsi que toutes nos autres vidéos sur le site web de notre équipe, sur le site de l'Institut de génétique humaine de Montpellier. Vous pourrez également toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous aurez également la possibilité de vous abonner si vous souhaitez être tenu informé de la publication de nos futures vidéos.